Ma riche sœur a gelé mes comptes bancaires après la mort de papa, me laissant sans le sou. Je suis entré au tribunal des successions sans rien, tandis qu'elle était assise là, vêtue de vêtements de marque, affichant un sourire narquois devant ma misère. Elle était certaine que le juge lui accorderait la totalité de la succession. Mais son visage suffisant est devenu blême lorsque l'exécuteur testamentaire a diffusé une vidéo secrétée. Les lourdes portes en verre armé du tribunal des successions du comté ressemblaient à l'entrée d'un tombeau de béton. L'air matinal était glacial, porteur d'un vent vif et mordant qui transperçait le tissu fin de mes vêtements, mais je ne pouvais pas me résoudre à entrer. Pas encore. Je me tenais sur les marches massives en pierre, m'appuyant lourdement contre un pilier de marbre froid, luttant contre une vague de vertiges intenses et aveuglants. Je n'avais pas mangé un seul repas solide depuis exactement 48 heures. Mon estomac était un nœud serré et douloureux de pure faim. Je portais exactement le même pantalon gris foncé et la même chemise blanche froissée que j'avais portée à l'unité de soins intensifs la nuit où le cœur de mon père a finalement lâché. J'ai fouillé dans la poche de mon pantalon, mes doigts ont effleuré une carte de débit en plastique désactivée complètement inutile, un smartphone éteint, et absolument rien d'autre. Je possédais exactement zéro. Je n'avais pas l'argent pour le bus pour retourner en ville. Je n'avais même pas la petite monnaie nécessaire pour acheter une tasse de café noir assis au distributeur automatique dans le hall. J'étais entièrement, totalement démuni, et c'était exactement le plan. Une berline européenne noire, élégante et immaculée, s'est arrêtée en douceur au bord du trottoir du palais de justice, ses vitres teintées sombres reflétant le ciel maussade du matin. La lourde porte arrière s'est ouverte et un escarpin en cuir noir verni est sorti sur le béton. Victoria était arrivée. Ma sœur aînée ne ressemblait pas à une femme qui venait d'enterrer son père. Elle ressemblait à une prédatrice d'entreprise arrivant à une fusion d'entreprises très médiatisée. Elle portait un tailleur de créateur bleu marine foncé sur mesure qui coûtait facilement plus cher qu'une voiture d'occasion fiable. Ses cheveux foncés étaient coiffés en une coupe asymétrique impeccable, nette, complètement épargnée par le vent agressif. Elle portait de lourdes lunettes de soleil de créateur sombre, cachant complètement ses yeux, projetant une aura de supériorité absolue, intouchable. Elle n'était pas seule. De chaque côté d'elle se trouvaient 3 hommes en impeccables costumes anthracites à $1000. C'étaient les associés principaux du cabinet d'avocats en contentieux des affaires le plus agressif et impitoyable de l'État. Ils transportaient d'épaisses et lourdes mallettes en cuir remplies de documents juridiques blindés et d'injonctions financières agressives. Victoria s'est arrêtée au bas des marches de marbre. Elle a lentement fait glisser ses lunettes de soleil sombre sur l'arête de son nez, ses yeux balayant l'entrée jusqu'à ce qu'ils se fixent entièrement sur moi. Elle a observé mes vêtements froissés, ma posture épuisée et mes mains complètement vides. Un sourire lent, incroyablement vicieux et totalement triomphant s'est étalé sur ses lèvres parfaitement maquillées. Elle avait gagné. La preuve physique de ma misère absolue était le trophée ultime qu'elle avait passé les 2 derniers jours à construire méticuleusement. Sterling Développement était un empire de 80 millions de dollars construit sur de l'acier, du béton armé et un travail épuisant. Mon père avait bâti l'entreprise de construction commerciale à partir de rien. Pendant les 10 dernières années, j'avais travaillé directement dans les tranchées avec lui. Je portais des casques de chantier, gérais la logistique brutale de la chaîne d'approvisionnement, négociais avec les syndicats agressifs de l'acier et respirais la poussière lourde des chantiers de construction actifs. Je connaissais le nom de chaque contremaître sur notre liste de paie. Victoria méprisait la saleté. Elle méprisait le bruit, et elle n'apparaissait sur les chantiers que lorsque les immenses tours de verre étaient enfin terminées, portant des robes chères pour couper les rubans de cérémonie et posées pour les magazines d'architecture sur papier glacé. Elle considérait l'entreprise de 80 millions de dollars non pas comme un héritage à gérer, mais comme une énorme caisse enregistreuse liquide attendant d'être complètement vidée. Et elle savait que mon père avait l'intention de me laisser entièrement le contrôle opérationnel de l'Empire. Mais mon père avait commis une erreur logistique massive, voire catastrophique, pendant sa santé déclinante. Il y a 5 ans, lors d'une grave alerte médicale, il avait signé une procuration financière très large désignant Victoria comme sa mandataire d'urgence. Il s'est rétabli et le document a été complètement oublié, enfoui au fond du tiroir de son bureau à domicile jusqu'à il y a exactement 48 heures. À la seconde même où l'alarme de ligne plate a retenti dans la chambre d'hôpital de mon père, Victoria n'a pas pleuré. Elle ne lui a pas tenu la main. Non. Elle est immédiatement sortie dans le couloir blanc stérile, a sorti son téléphone et a activé la procuration dormante avec une précision préméditée terrifiante. Elle a utilisé le mandat légal pour prendre complètement le contrôle de l'infrastructure bancaire de l'entreprise.
Elle a instantanément gelé mes comptes chèques et d'épargne personnelle. Elle a révoqué de manière permanente mes cartes de crédit d'entreprise. Elle a même ordonné à la direction de l'immeuble de luxe où je vivais, un immeuble légalement détenu par Sterling Development, de désactiver complètement mon porte-clés électronique, me laissant à la rue avec absolument rien d'autre que les vêtements que je portais. C'était la tactique de famine barbare ultime. Victoria savait que pour contester un testament frauduleux devant un tribunal des successions concernant une succession de 80 millions de dollars, j'aurais besoin d'engager une équipe d'avocats spécialisés en contentieux des affaires. J'aurais besoin de payer des honoraires de provision massifs en anéantissant complètement mon existence financière. Elle m'avait entièrement dépouillé de ma capacité à me défendre. On ne peut pas engager un avocat à 5000 dollars de l'heure quand on ne peut même pas se payer une seule tranche de pain. Elle avait l'intention d'entrer dans la salle d'audience, de présenter un document obsolète et frauduleux la nommant unique héritière, et de regarder le juge lui céder tout l'empire par défaut complet et incontesté. Victoria a lentement monté les marches de marbre, ses talons chers claquant rythmiquement contre la pierre, ses 3 avocats d'affaires s'écartant sans heurts pour lui permettre de s'arrêter à exactement 2 pieds devant moi. « Tu as l'air absolument épouvantable », a noté Victoria, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie écœurante qui masquait une cruauté profonde et venimeuse. « Tu aurais vraiment dû rentrer te reposer. Il n'y a absolument aucune raison pour que tu t'infliges cette procédure judiciaire aujourd'hui. Elle va être incroyablement brève. »« Je n'ai plus de maison, Victoria, » ai-je répondu, ma voix rauque à cause de la déshydratation sévère, mais complètement dépourvue des larmes qu'elle voulait si désespérément voir. « Tu t'en es absolument assuré. » Victoria a laissé échapper un rire doux et élégant, complètement dépourvu de toute chaleur humaine. « Je protège simplement les actifs de l'entreprise Sterling Development, a dit Victoria doucement, ajustant la manchette de son costume bleu marine coûteux. Père n'était clairement pas dans son bon sens pendant ces dernières années. Il te laissait jouer à être une dirigeante. Je ne fais que restaurer l'ordre juridique naturel de l'entreprise. J'ai déjà 3 sociétés de capital investissement prêtes à acheter la division de la machinerie lourde à la seconde même où le juge tamponnera mes papiers. Elle allait vendre l'entreprise en pièces détachées. Elle allait licencier des centaines d'ouvriers du bâtiment fidèles qui avaient passé des décennies à construire l'empire simplement pour s'assurer un gain en espèces massif et immédiat afin de financer son style de vie de la haute société. Le juge va demander les grands livres de comptabilité judiciaire, les jeux prévenus, luttant contre le lourd vertige qui obscurcissait ma vision. Tu ne peux pas simplement geler un dirigeant d'entreprise hors de l'infrastructure bancaire sans déclencher un audit fédéral massif. Victoria s'est approchée, envahissant mon espace personnel. L'odeur de son parfum lourd et cher était totalement suffocante. Il n'y aura absolument aucun audit, a murmuré Victoria, une lueur sombre et victorieuse dans les yeux. Parce que tu entres dans cette salle d'audience complètement non représentée. Tu n'as pas de conseiller juridique. Tu n'as pas de preuves médico-légales. Tu n'as absolument rien d'autre qu'une chemise froissée et un estomac vide. Le juge demandera s'il y a des objections formelles déposées légalement au testament que je présente. Tu devras rester là en silence complet parce que tu ne peux pas te payer le papier nécessaire pour déposer une objection. Elle a souri de nouveau, une expression froide de requin. Regarde-moi tout prendre, a promis doucement Victoria. Elle a tourné les talons et a franchi élégamment les lourdes portes en verre du palais de justice, ses 3 avocats coûteux la suivant docilement comme des mercenaires lourdement armés. Je suis resté seul dans le vent glacial pendant exactement 1 minute de plus. J'ai fermé les yeux, pris une lente et profonde inspiration pour stabiliser mes mains qui tremblaient violemment, et j'ai poussé les lourdes portes en verre. L'intérieur du palais de justice était massif, construit en marbre blanc froid et en noyer foncé poli. J'ai passé les détecteurs de métaux et j'ai marché lentement le long du long couloir résonnant vers la salle d'audience numéro 4 du tribunal des successions. Quand j'ai poussé les lourdes portes en bois de la salle d'audience, le déséquilibre de pouvoir absolu était immédiatement visuellement terrifiant. Sur le côté droit de l'allée centrale, la table du demandeur était complètement dominée par l'équipe juridique de Victoria. Ils avaient étalé d'énormes classeurs en cuir épais, des graphiques financiers brillants et des mémoires juridiques impeccables. Victoria était assise au centre absolu de la table, sa posture parfaitement droite, projetant la confiance indéniable d'une reine riche assise sur un trône conquis. Sur le côté gauche de l'allée, la table du défendeur était complètement, dévastateur vide. Il n'y avait pas de classeur, il n'y avait pas d'avocat, et il n'y avait qu'une seule chaise en bois nu. J'ai descendu l'allée, le lourd silence de la pièce immense pesant sur mes épaules. J'ai tiré la chaise en bois nu et je me suis assise. Le bois poli de la table était incroyablement froid contre mes mains.
J'ai regardé droit devant moi, ignorant complètement les rires doux et moqueurs venant de l'équipe juridique de Victoria. La voix forte et retentissante du garde du tribunal a soudainement brisé le murmure silencieux. Levez-vous. La cour siège maintenant, l'honorable juge Arthur Pendleton préside. La lourde porte en bois derrière le banc surélevé s'est ouverte. Le juge Pendleton, un homme sévère aux cheveux gris connu pour son adhésion absolue et sans compromis à une procédure juridique stricte, a pris place. Il a ajusté ses lunettes de lecture, a ouvert le dossier épais posé devant lui et a regardé la salle d'audience violemment déséquilibrée. Il a regardé l'équipe juridique massive et coûteuse de Victoria. Puis il m'a regardé directement, assise complètement seule, affamée et entièrement sans le sou. Nous sommes ici aujourd'hui pour l'audience finale de la succession concernant la succession de feu Marcus Sterling, a annoncé le juge Pendleton, sa voix résonnant contrôlée au plafond voûté. J'ai une pétition pour l'exécution immédiate du dernier testament et des dernières volontés déposées par la bénéficiaire principale, Victoria Sterling. Le juge a regardé par-dessus le bord de ses lunettes, son expression complètement illisible. L'exécuteur de la succession est-il présent, a demandé le juge. L'exécuteur de la succession est-il présent, a de nouveau demandé le juge Pendleton, sa voix profonde et résonnante traversant le silence lourd et suffocant de l'immense salle d'audience en marbre. À la table du demandeur, l'avocat principal de ma sœur s'est lentement levé. Son nom était Richard Harrison, un associé principal qui facturait exactement $2000 de l'heure. Il a lissé le devant de son costume gris anthracite sur mesure impeccable, rayonnant complètement la confiance agressive et inébranlable d'un homme qui était sur le point de gagner un empire d'entreprise de $80 millions par défaut absolu. Votre honneur, a commencé Harrison, sa voix douce, très pratiquée et résonnant fort à travers les bancs de bois vides de la galerie. L'exécutrice nommée dans le document que nous avons soumis à la cour est ma cliente, Victoria Sterling. En tant que fille aînée du défunt et agissant en vertu d'une procuration financière légalement contraignante et large exécutée il y a 5 ans, ma cliente a déjà assumé le contrôle administratif d'urgence de Sterling Développement. Harrison a pris un classeur en cuir épais et complètement impeccable de la table en acajou poli et a fait un geste désinvolte vers ma table entièrement vide sur le côté gauche de l'allée. De plus, votre honneur, a poursuivi Harrison, son ton tombant dans un registre de sympathie professionnelle fausse et écœurante. Nous notons pour le dossier officiel de la cour que la défenderesse, la sœur cadette, est apparue aujourd'hui entièrement non représentée par un conseiller juridique. Elle n'a déposé aucune objection formelle auprès du greffier du comté au cours des dernières 48 heures. Elle n'a soumis aucune documentation financière concurrente. Elle est complètement non préparée à contester la validité du dernier testament et des dernières volontés vieux de 15 ans que ma cliente présente aujourd'hui. Victoria n'a pas regardé le juge. Elle a lentement tourné la tête et a regardé directement de l'autre côté de l'allée centrale vers moi, elle a posé son coude sur la table en acajou poli, reposant son menton sur sa main parfaitement manucurée, et m'a offert un sourire lent, incroyablement vicieux et totalement triomphant. Ses lunettes de soleil de créateur sombre reposaient maintenant sur la table, exposant complètement la cupidité prédatrice et froide qui brillait dans ses yeux. Elle savait exactement pourquoi je n'avais déposé aucune objection formelle. Pour déposer une injonction d'urgence dans un tribunal des successions, il fallait des frais de dépôt obligatoires d'exactement $450. Grâce à son gel financier agressif et prémédité, je ne possédais littéralement pas les $450 nécessaires pour demander de l'aide au système judiciaire. Le nœud lourd et douloureux de la faim s'est tordu violemment dans mon estomac, envoyant une vague de nausées vertigineuses à travers ma poitrine. J'ai saisi les bords de la table en bois froid, mes jointures devenant entièrement blanches, me forçant à rester parfaitement droite. J'ai regardé directement dans les yeux de Victoria, refusant de céder. Refusant de lui donner la satisfaction absolue de me voir pleurer. Est-ce exact, a demandé le juge Pendleton, me regardant directement depuis le banc en acajou surélevé, ses sourcils gris se fronçant dans une grave préoccupation juridique. Avez-vous une représentation légale? Êtes-vous prête à présenter des preuves pour contester le transfert complet de la succession de $80 millions au demandeur? J'ai ouvert la bouche pour parler, ma gorge incroyablement sèche. Ma voix menaçant de se briser sous le poids écrasant de mon épuisement physique. Avant qu'un seul mot ne puisse quitter mes lèvres, les lourdes portes en chaîne renforcées au fond absolu de la salle d'audience ne se sont pas simplement ouvertes. Elles ont été poussées complètement avec une force lourde et délibérée qui a brisé le murmure silencieux de l'équipe juridique de Victoria. Toute la pièce a tourné la tête en un choc synchronisé. Debout dans l'allée centrale se tenait Elias Thorne.
Elias ne ressemblait pas aux 3 mercenaires d'entreprise coûteuses assis à côté de Victoria. Il avait 65 ans, portait un costume beige légèrement délavé et incroyablement ordinaire qui semblait avoir été acheté il y a une décennie. Sa cravate était légèrement de travers, et il portait des lunettes épaisses à monture métallique. Il était l'expert comptable judiciaire en chef de Sterling Développement. C'était un homme qui avait passé toute sa vie entouré de classeurs poussiéreux, de grands livres fiscaux fédéraux complexes et du bruit incessant et assourdissant des chantiers de construction actifs. Il était le confident absolu le plus digne de confiance de mon père. Serré dans sa main droite se trouvait une mallette en acier brossé lourde et incroyablement sécurisée, fermée par 2 serrures à combinaison massive. Le sourire triomphant de Victoria s'est évaporé instantanément. Le sang a complètement quitté son visage parfaitement dessiné, la laissant soudainement pâle et incroyablement tendue. Elle a violemment saisi la manche du costume anthracite coûteux de Harrison, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant brusquement dans le tissu. « Qu'est-ce qu'il fait ici » a sifflé Victoria, sa voix un murmure frénétique et haletant qui a porté fort à travers la salle d'audience silencieuse. J'ai personnellement mis fin à son contrat de travail au bureau de l'entreprise il y a exactement 24 heures. J'ai révoqué son habilitation de sécurité. Il n'a absolument aucune qualité pour agir dans ce bâtiment. Harrison s'est instantanément précipité sur ses pieds, sa lourde chaise en bois grinçant durement contre le sol en marbre poli. Son allure élégante et confiante a été entièrement remplacée par l'énergie agressive et paniquée d'un avocat voyant une anomalie massive entrer dans son environnement parfaitement contrôlé. « Objection, votre honneur » a aboyé Harrison bruyamment, pointant un doigt complètement non professionnel directement sur le comptable âgé qui marchait lentement dans l'allée centrale. Je m'oppose dans les termes les plus forts possibles. Elias Thorne est un ancien employé mécontent de Sterling Développement. Il a été formellement et légalement licencié par l'exécutrice par intérim, Victoria Sterling, hier après-midi. Il n'a aucun droit légal de s'adresser à ce tribunal, et son interruption est une tentative flagrante et désespérée de faire dérailler une procédure judiciaire vérifiée. Le juge Pendleton n'a pas frappé son lourd marteau en bois. Il n'en a pas eu besoin. Il a simplement retiré ses lunettes de lecture, s'est penché loin au-dessus du banc en acajou surélevé et a fixé Harrison d'un regard si incroyablement froid qu'il aurait pu geler l'air dans la pièce. « Conseiller » a dit le juge Pendleton, sa voix un grondement bas et dangereux qui commandait un silence absolu et incontestable. « Ceci est une salle d'audience fédérale des successions, pas votre salle de conseil d'administration privée. Si un citoyen franchit ces lourdes portes en chêne en portant une mallette en acier verrouillée pendant une audience de succession active, je vais lui accorder l'opportunité absolue d'exposer ses raisons. Mais vous allez vous asseoir immédiatement, et vous resterez complètement silencieux jusqu'à ce que je vous ordonne le contraire. » Harrison a dégluti difficilement, une perle de sueur froide visible se formant à sa tempe. Il a lentement baissé son bras et s'est affalé dans sa lourde chaise en cuir, complètement neutralisé par l'autorité brutale du juge. Elias Thorne a atteint la petite barrière en bois séparant la galerie des tables des avocats. Il l'a poussée, entrant directement dans le puits central de la salle d'audience. Et il n'a pas regardé Victoria. Il n'a pas regardé son équipe juridique coûteuse de 3 hommes. Il m'a regardé directement, offrant un seul signe de tête incroyablement subtil de profonde réassurance avant de se tourner vers le juge. « Je m'excuse sincèrement pour l'interruption dramatique, juge Pendleton » a commencé Elias, sa voix étonnamment profonde et portant le poids létal d'un homme détenant une vérité absolue et inébranlable. Et bien que M. Harrison ait entièrement raison de dire que Victoria Sterling a tenté de mettre violemment fin à mon emploi il y a exactement 24 heures. Elle n'avait pas l'autorité légale réelle pour le faire. Elias a posé la lourde mallette en acier brossé directement sur la table des preuves principales située en dessous du banc du juge. Il a rapidement tourné les molettes des 2 serrures à combinaison massive. Les lourds verrous métalliques se sont ouverts avec un claquement sec et retentissant. Il y a 3 semaines, Marcus Sterling m'a appelé dans sa chambre d'hôpital privé, a expliqué Elias, ses mains extrayant soigneusement une pile de documents épaisses et lourdes reliés dans un folio en cuir foncé. Il savait que son cœur défaillait complètement, mais plus important encore, il savait exactement qui était sa fille aînée. Il savait qu'à la seconde même où son cœur cesserait de battre, elle tenterait d'utiliser une procuration financière obsolète pour affamer complètement sa sœur cadette hors du système juridique et s'emparer de tout l'empire de 80 millions de dollars. Victoria a complètement perdu son sang-froid. Elle s'est levée violemment, ses mains claquant à plat sur la table en acajou poli. « C'est un mensonge absolu » a hurlé Victoria, son masque de haute société se brisant en 1 million de morceaux irréparables. « Je suis la mandataire légale.
je détiens la procuration active. Je protège simplement les comptes de l'entreprise contre le drainage par une sœur incompétente et ingrate. Une procuration expire à la seconde exacte où la personne principale décède, Victoria, a rugi le juge Pendleton, frappant finalement son lourd marteau en bois sur le bloc de résonance avec un craquement violent et explosif qui a résonné comme un coup de feu. Chaque action financière que vous avez entreprise au cours des dernières 48 heures frise actuellement la fraude civile massive. Asseyez-vous et fermez la bouche ou je ferai en sorte que le garde vous retienne physiquement dans une cellule de détention. Victoria a eu le souffle coupé, reculant physiquement comme si elle avait été frappée. Elle s'est effondrée dans sa lourde chaise en bois, sa poitrine se soulevant violemment, ses yeux passant frénétiquement du juge furieux au comptable calme et sans prétention debout dans le puits. Poursuivez, Monsieur Thorne, a ordonné le juge Pendleton, reportant son regard intense sur la table d'épreuve. Qu'est-ce que Marcus Sterling vous a donné exactement il y a 3 semaines? Il m'a donné une autorité fiduciaire absolue et irrévocable, votre honneur, a déclaré Elias clairement, tendant le folio en cuir épais au garde du tribunal. Il y a exactement 21 jours, Marcus Sterling a exécuté une fiducie viagère complète et lourdement fortifiée. Il a formellement et légalement transféré chaque actif de l'entreprise, toutes les divisions de machinerie lourde et tout le capital liquide entièrement hors de sa succession personnelle. Contournant ainsi efficacement ce tribunal des successions complètement. Je suis le seul exécuteur indépendant légalement désigné de cette fiducie. Un halètement de surprise et de stupéfaction a parcouru la galerie vide. Victoria regardait fixement la table polie, son esprit court-circuitant violemment. Si la succession était dans une fiducie viagère, le testament obsolète qu'elle avait apporté au tribunal était entièrement sans valeur. L'Empire était complètement hors de sa portée immédiate. De plus, a poursuivi Elias, en plongeant de nouveau dans la lourde mallette en acier et en sortant un disque dur numérique hautement sécurisé et crypté. Marcus Sterling savait que Victoria tenterait de geler les comptes de l'entreprise pour initier une tactique de famine contre sa sœur. Alors, il a intentionnellement tendu un piège. Elias a levé le disque numérique sombre vers le banc surélevé. Avant que je puisse légalement exécuter le transfert de l'Empire de 80 millions de dollars à la véritable bénéficiaire nommée, a déclaré Elias, sa voix tranchant le silence de la pièce comme une lame chirurgicale. Les stipulations légales de la fiducie exigent absolument que je diffuse une déposition vidéo sous serment et horodatée enregistrée par Marcus Sterling lui-même. Elle doit être diffusée dans une salle d'audience fédérale ouverte, directement devant les 2 filles, pour établir leur position fiduciaire finale. Elias a regardé directement Victoria, une anticipation froide et sombre s'installant sur ses traits vieillis. Je demande formellement la permission de connecter ce disque sécurisé au système audiovisuel de la salle d'audience, votre honneur, a demandé Elias. Le juge Pendleton n'a pas hésité une seule microseconde. Il a claqué sa main sur le bouton sécurisé le reliant au bureau du garde. Permission absolument accordée, a ordonné le juge, ses yeux fixés sur le visage terrifié de Victoria. Garde, abaissez les écrans principaux et connectez le disque immédiatement. Voyons exactement quel piège Marcus Sterling a laissé à sa famille. Les 4 immenses écrans plats haute définition sont descendus silencieusement du plafond voûté en marbre froid de la salle d'audience. Le bourdonnement mécanique de leurs moteurs internes était le seul son absolu dans l'espace immense et résonnant. Chaque personne dans la pièce, le juge, le garde, les 3 mercenaires d'entreprise coûteux et ma sœur aînée complètement terrifiée, étaient assises dans une attente haletante et paralysée. Elias Thorne, le comptable judiciaire âgé, se tenait complètement immobile au centre du puits de la salle d'audience. Il n'a pas regardé les écrans. Il a gardé ses yeux entièrement fixés sur le visage pâle et paniqué de Victoria. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il avait aidé à architecturer la destruction totale de sa vie. Le garde a branché le disque dur numérique hautement sécurisé et crypté dans le terminal principal de son bureau. Il a cliqué sur la lourde souris noire. Les 4 immenses écrans ont violemment pris vie, baignant les panneaux en noyer foncé de la salle d'audience fédérale dans une lueur bleu-blanc froide et crue. Le flux vidéo était incroyablement net, enregistré en couleur haute résolution impeccable. L'arrière-plan était l'acajou riche et le cuir foncé reconnaissable du bureau privé de mon père. Assis directement au centre du cadre, occupant le fauteuil en cuir massif depuis lequel il avait dirigé son empire de 80 millions de dollars pendant 4 décennies, se trouvait mon père, Marcus Sterling. Il avait l'air indéniablement malade. Sa peau était pâle, et il portait un lourd cardigan gris foncé, respirant avec un effort lent et délibéré. Mais ses yeux perçants, sans compromis,
terrifiant d'intelligence qui avait bâti une dynastie de la construction massive à partir de rien, brûlé d'une intensité féroce et létale. Il regardait directement dans l'objectif de la caméra, projetant une aura de domination absolue qui a instantanément commandé le silence de la salle d'audience fédérale. « Bonjour, Victoria. » La voix profonde et graveleuse de mon père a retenti à travers les haut-parleurs surround haute fidélité. Le son vibrant physiquement contre les tables en bois poli. Victoria a physiquement tressailli, ses épaules sursautant comme si elle venait d'être frappée par une main invisible. Elle a levé les yeux vers l'immense écran plat, ses lèvres parfaitement maquillées entr'ouvertes de terreur pure et sans mélange. Les lunettes de soleil de créateur sombre posées sur la table devant elle semblaient soudainement incroyablement stupides, un pathétique bouclier en plastique contre un fantôme qui l'avait complètement déjoué. Si Elias diffuse actuellement ce fichier vidéo crypté pour un juge fédéral des successions, a poursuivi mon père à l'écran, un sourire sombre et complètement sans humour touchant les coins de sa bouche. Cela signifie que mon cœur a finalement cessé de battre. Cela signifie aussi que ma prédiction finale et absolue sur ton caractère était entièrement, dévastateur mais exact. Mon père a pris une lente et lourde inspiration, posant ses mains sur le dessus de son bureau en acajou. J'ai construit Sterling Développement de mes propres mains, a déclaré mon père, sa voix tombant dans un registre d'acier pur et sans compromis. J'ai versé 40 ans de mon sang, de ma sueur et de mon âme absolue dans le béton et l'acier de ces tours de grande hauteur. Pendant les 10 dernières années, ta sœur cadette s'est tenue directement à mes côtés dans la boue. Elle a géré les chaînes d'approvisionnement. Elle s'est battue avec les syndicats agressifs de l'acier. Elle a gagné le respect profond et inébranlable de chaque contremaître sur notre liste de paix. C'est une bâtisseuse. Il s'est légèrement penché en avant, ses yeux perçants se rétrécissant en deux fentes incroyablement dangereuses. Toi, Victoria, tu es un parasite, a déclaré mon père, livrant la vérité brutale et indéniable avec une hésitation absolument nulle. Pendant 15 ans, tu as traité cet empire de 80 millions de dollars comme rien de plus qu'une caisse enregistreuse massive et illimitée pour financer complètement ton style de vie de haute société superficielle et pathétique. Tu méprises la saleté. Tu méprises les ouvriers. Et tu méprises complètement ta propre sœur parce qu'elle possède réellement l'honneur et l'éthique de travail profonde qui te manquent entièrement. À la table du demandeur, Richard Harrison, l'avocat d'affaires à 2000 $ de l'heure, s'est agité de manière extrêmement inconfortable dans son lourd fauteuil en cuir. Il a regardé Victoria, qui tremblait maintenant visiblement, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant brusquement dans le bois d'acajou poli. Je savais qu'à la seconde même où les moniteurs de l'hôpital indiqueraient une ligne plate, tu ne verserais pas une seule larme, a brutalement résonné la voix de mon père dans la salle d'audience. Je savais que tu tenterais instantanément de prendre le contrôle complet de l'infrastructure bancaire de l'entreprise. Je savais que tu tenterais d'exécuter la tactique de famine barbare ultime. Tu voulais geler les comptes bancaires de ta sœur, couper complètement ses lignes de crédit d'entreprise et la mettre à la porte de son propre appartement. La laissant entièrement sans le sou dans la rue pour qu'elle ne puisse pas se payer un avocat pour te combattre dans cette salle d'audience exacte. J'étais assise parfaitement immobile dans ma chaise en bois nue du côté gauche de l'allée. Le nœud lourd et douloureux de la faim dans mon estomac a été entièrement remplacé par une montée massive et écrasante d'adrénaline froide et sombre. Il l'avait vue. Il avait su exactement ce qu'elle ferait. Tu pensais être incroyablement intelligente, Victoria, a murmuré mon père à l'écran, secouant lentement la tête. Tu pensais que trouver cette procuration financière dormante de 5 ans dans mon bureau à domicile faisait de toi la reine incontestée de l'Empire. Tu pensais que tu exécutais une manœuvre d'entreprise prédatrice et impeccable. Mon père a tendu la main sous le cadre de la caméra. Quand sa main est revenue sur le bureau, il tenait un grand livre financier épais et légalement relié. Mais j'ai laissé ce document spécifique dans le tiroir du bas exprès, Victoria, a révélé mon père, laissant tomber le lourd grand livre sur le bureau avec un bruit sourd et retentissant. J'ai laissé la procuration active comme un test final et absolu de ton âme. Si tu avais agi avec une seule once de décence humaine, tu aurais divisé les actifs de l'entreprise équitablement. Mais tu as choisi la cupidité, et en choisissant la cupidité, tu es aveuglément tombé directement dans le piège de Judas. Victoria a laissé échapper un hoquet étranglé et vif, ses mains volant à sa gorge. Qu'est-ce que le piège de Judith, a demandé le juge Pendleton à voix haute, sa voix entièrement complètement saisie par l'exécution financière massive qui se déroulait. Il y a exactement 21 jours, a expliqué mon père à l'écran, répondant directement à la pensée exprimée du juge, je me suis assis avec Elias Thorne. Nous avons systématiquement et discrètement restructuré toute l'infrastructure bancaire de l'entreprise Sterling Développement.
Je savais que tu ciblerais agressivement les comptes chèques et d'épargne principaux enregistrés au nom de ta sœur pour drainer complètement ses ressources financières. Mon père s'est penché directement vers l'objectif de la caméra, anéantissant complètement toute l'existence de Victoria. Mais j'ai complètement retiré tout son argent personnel de ses comptes, Victoria, a déclaré froidement mon père. Il y a exactement 3 semaines, j'ai transféré les fonds de roulement opérationnel de l'entreprise directement dans les comptes que tu viens de geler. As-tu la moindre idée de ce que ces comptes spécifiques contiennent actuellement? Victoria était complètement paralysée. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas respirer. Ces comptes ne contiennent pas les économies personnelles de ta sœur, a rugi mon père, sa voix faisant trembler les immenses haut-parleurs surround. Ces comptes financiers spécifiques et hautement réglementés contiennent actuellement les fonds de pension dédiés et protégés par le gouvernement fédéral pour exactement 300 ouvriers sidérurgistes syndiqués. De plus, ils contiennent exactement 5 millions de dollars de subventions gouvernementales fédérales restreintes et étroitement surveillées, accordées à notre entreprise pour un projet de développement de logements sociaux massifs. Le visage de Richard Harrison est instantanément devenu de la couleur de la cendre humide. L'avocat d'affaires élégant et arrogant a physiquement reculé de la table, son esprit calculant violemment le rayonnement juridique catastrophique inondant complètement la pièce. En exécutant agressivement cette procuration, a conclu mon père, sa voix sonnant avec le poids létal et inébranlable de la loi fédérale absolue. Tu n'as pas seulement volé l'argent de l'épicerie de ta sœur, Victoria. Tu as intentionnellement, malicieusement saisi, gelé et revendiqué la propriété non autorisée de pensions syndicales fédérales restreintes et de subventions du gouvernement des États-Unis. La salle d'audience était si incroyablement silencieuse qu'on pouvait entendre les bouches d'aération de la climatisation bourdonner dans le plafond voûté. Ce n'est pas un litige successoral familial, Victoria, a murmuré mon père, un sourire sombre et victorieux se dessinant enfin sur son visage. C'est une fraude électronique fédérale massive et indéniable. C'est le détournement de fonds syndicaux flagrant et documenté, et c'est un vol qualifié contre le gouvernement des États-Unis. Mon père a pris une dernière lente inspiration. Tu voulais laisser ta sœur sans absolument rien, a dit doucement mon père, offrant son jugement final et absolu d'outre-tombe. Mais tout ce que tu as réellement fait, c'est signer ta propre confession fédérale massive et indéniable. Je vous abandonne entièrement à la merci du système judiciaire. Les immenses écrans plats sont instantanément devenus noirs. Le silence absolu qui s'est abattu sur l'immense salle d'audience en marbre lorsque les 4 écrans plats haute définition se sont brusquement éteints était complètement assourdissant. Ce n'était pas le silence calme et respectueux d'une procédure judiciaire formelle. C'était le silence lourd, suffocant et radioactif d'une détonation massive et catastrophique. Victoria Sterling était assise complètement figée dans sa lourde chaise en bois à la table du demandeur. Ses mains parfaitement manucurées planaient entièrement immobiles au-dessus du bois d'acajou poli. Le superbe tailleur de créateur bleu marine foncé sur mesure qu'elle portait ne projetait plus l'aura d'une reine d'entreprise intouchable. Il ressemblait exactement à une camisole de force très chère et incroyablement suffocante. Sa mâchoire était légèrement tombante, ses yeux grands ouverts et entièrement vides, son esprit tentant violemment de traiter l'ampleur absolument dévastatrice des crimes fédéraux qu'elle venait de commettre aveuglément. Elle n'avait pas seulement volé mon argent pour les courses. Elle avait agressivement et malicieusement gelé les fonds de pension protégés par le gouvernement fédéral d'exactement 300 ouvriers sidérurgistes lourdement syndiqués et incroyablement en colère. Et elle avait saisi illégalement exactement 5 millions de dollars de subventions du gouvernement des États-Unis. À sa gauche immédiate, Richard Harrison, l'avocat principal en contentieux des affaires qui facturait exactement 2000 dollars de l'heure, n'était pas figé. Il bougeait avec une énergie frénétique, désespérée et incroyablement agressive. Harrison était un homme très intelligent et incroyablement impitoyable qui avait survécu à des décennies dans le monde vicieux et impitoyable du contentieux des affaires en possédant un instinct sans faille pour la survie absolue. Il savait exactement ce qui arrivait aux avocats qui facilitaient sciemment une fraude électronique fédérale massive, le détournement flagrant de fonds syndicaux et le vol qualifié contre le gouvernement des États-Unis. Ils étaient complètement radiés du barreau, entièrement ruinés et envoyés directement dans un pénitencier fédéral de haute sécurité pour des décennies. Harrison ne s'est pas penché pour murmurer une stratégie juridique rassurante à l'oreille de Victoria. Il ne lui a pas offert une seule goutte de réconfort professionnel. Il a violemment repoussé sa lourde chaise en cuir. Le pied en bois a grincé durement contre le sol en marbre poli, sonnant comme un cri soudain dans la pièce silencieuse. Il a agressivement ouvert les serrures en laiton de sa mallette en cuir massive et épaisse. Il a commencé à balayer violemment ses mémoires juridiques impeccables,
ses graphiques financiers brillants et ses stylos en or coûteux directement dans le sac. Les deux associés juniors assis à côté de lui ont instantanément suivi son exemple exact, leur visage entièrement pâle, complètement terrifiés par le rayonnement juridique massif inondant la table du demandeur. « Richard » a murmuré Victoria, sa voix complètement brisée, ses yeux se dirigeant frénétiquement vers les avocats qui s'agitaient. « Richard, qu'est-ce que tu fais ? Dis au juge que c'est un malentendu complet. Dis-lui que mon père était entièrement fou. Dis-lui d'invalider la vidéo immédiatement. » Harrison a refermé les lourdes serrures en laiton de sa mallette avec un claquement sec et explosif. Il n'a pas regardé Victoria. Il l'a traitée comme si elle était une maladie très contagieuse et complètement terminale. « Votre honneur » a aboyé Harrison bruyamment, sa voix résonnant violemment à travers le plafond voûté, ignorant complètement le murmure suppliant et hystérique de sa cliente, il s'est rapidement éloigné de la table en acajou poli. Se distanciant physiquement et légalement du désastre de 80 millions de dollars. À la lumière directe des preuves choquantes et complètement sans précédent qui viennent d'être présentées à ce tribunal par Elias Thorne. Et spécifiquement concernant la révélation catastrophique de manipulation de fonds fédéraux non autorisés commise entièrement sans ma connaissance préalable ou mon consentement professionnel, je me trouve dans un conflit éthique massif et immédiatement inconciliable. Le juge Arthur Pendleton était assis derrière le banc en acajou surélevé, son visage entièrement figé dans un masque de fureur judiciaire pur et sans mélange. Il a regardé Harrison, ses yeux gris brûlants d'une autorité létale et sans compromis. Je dois formellement et immédiatement demander à ce tribunal fédéral un retrait d'urgence et absolu en tant que conseil juridique officiel de Victoria Sterling, a déclaré Harrison bruyamment, s'assurant que le sténographe du tribunal enregistrait chaque syllabe désespérée de sa défection. Mon cabinet ne peut plus représenter ce demandeur à quelque titre juridique que ce soit. Victoria a laissé échapper un hoquet rauque et guttural, ses mains volant à ses cheveux sombres parfaitement coiffés. « Tu ne peux pas me faire ça » a hurlé Victoria, son masque de haute société se désintégrant complètement en une panique purement féroce. Elle s'est précipitée en avant, saisissant désespérément la manche du costume anthracite coûteux de Harrison. « Je te paie exactement $2000 de l'heure. Tu travailles pour moi. Tu vas arranger ça tout de suite. » Harrison a violemment arraché son bras de sa prise frénétique. Il l'a regardé avec une expression de dégoût complet et absolu. « Tu ne me paies pas un seul centime, Victoria » a ricané Harrison, sa voix dégoulinant de venin. « Parce que les comptes bancaires de l'entreprise que tu as utilisés pour payer les provisions légales massives de mon cabinet étaient entièrement financés par des pensions syndicales fédérales volées. Chaque dollar que tu nous as donné est une preuve fédérale hautement illégale et radioactive. Tu es entièrement seul. » Harrison lui a complètement tourné le dos. Il a levé les yeux vers le juge furieux. « La demande de retrait est accordée immédiatement, conseiller » a rugi le juge Pendleton, sa voix profonde faisant trembler les lourds panneaux de noyer de la salle d'audience. « Maintenant, vous et vos associés êtes officiellement renvoyés de cette procédure. Vous quitterez immédiatement le puits de cette salle d'audience et vous vous attendrez à une enquête massive et très agressive de l'association du barreau de l'État concernant la diligence raisonnable préliminaire de votre cabinet. » Harrison n'a pas dit un mot de plus. Il a saisi la poignée de sa lourde mallette en cuir, a poussé la petite barrière en bois et a pratiquement sprinté dans l'allée centrale de la galerie, ses deux associés juniors le suivant de près. Les trois mercenaires d'entreprise très chers fuyant désespérément le bâtiment avant que les marshals fédéraux ne verrouillent inévitablement les lourdes portes en chêne. Victoria Sterling était maintenant entièrement, complètement seule. Elle était assise à la table massive du demandeur, entourée de chaises en bois vides. Elle n'avait pas d'avocat coûteux. Elle n'avait pas de stratégie juridique. Elle n'avait absolument rien d'autre que la réalisation écrasante et dévastatrice que son propre père avait complètement orchestré sa destruction absolue d'outre-tombe. Elias Thorne, le comptable judiciaire âgé, s'est avancé dans le puits central. Il n'a pas souri. Il a simplement plongé la main dans sa lourde mallette en acier brossé et en a extrait une pile épaisse et très détaillée de grands livres bancaires officiels imprimés sur du papier financier sécurisé avec filigrane. « Votre honneur » a déclaré calmement Elias, sa voix profonde tranchant la lourde tension dans la pièce. « Je tiens entre mes mains les journaux de routage numérique certifiés et entièrement authentifiés de l'infrastructure bancaire de Sterling Development. Ils prouvent explicitement et indéniablement qu'il y a exactement 48 heures, Victoria Sterling a utilisé une procuration expirée pour geler
Restreindre et revendiquer intentionnellement le contrôle administratif non autorisé sur exactement 5 millions de dollars de subventions au logement du gouvernement des États-Unis et les fonds de pension hautement réglementés de 300 ouvriers sidérurgistes syndiqués. Elias s'est avancé et a remis la pile épaisse de grands livres filigranés directement aux gardes du tribunal, qui les a immédiatement portés au banc en acajou surélevé. Le juge Pendleton a ouvert les grands livres. Il a ajusté ses lunettes de lecture, ses yeux balayant les colonnes denses de chiffres, de dates et de codes de routage fédéraux hautement sécurisés. Le silence dans l'immense salle d'audience en marbre s'est étiré pendant exactement 60 secondes angoissantes alors que le juge vérifiait l'exécution absolument mathématiquement précise du piège de Judas. Quand le juge Pendleton a finalement levé les yeux, son visage était entièrement dépourvu de toute pitié humaine. Il n'a pas regardé Victoria comme une fille en deuil. Il l'a regardée comme une terroriste domestique massive et arrogante qui venait de frauder activement le gouvernement fédéral à l'intérieur de sa propre salle d'audience. Victoria Sterling, a tonné le juge Pendleton, sa voix dominant complètement l'espace immense et résonnant. Il a pris son lourd marteau en bois, le tenant fermement dans sa main droite. Vous êtes entré dans ce tribunal fédéral des successions aujourd'hui avec l'intention complète d'utiliser le système juridique comme une arme pour affamer votre sœur jusqu'à la soumission absolue et voler un empire d'entreprise de 80 millions de dollars. Victoria tremblait violemment maintenant. Des larmes de terreur pure et sans mélange ont finalement débordé de ses cils parfaitement maquillés, ruinant complètement son maquillage de créateur coûteux. Non, s'il vous plaît, votre honneur, a supplié Victoria, sa voix un gémissement pathétique et aigu. Elle a levé les mains en l'air, son corps entier tremblant. Je ne savais pas. Je jure devant Dieu, je n'avais absolument aucune idée que l'argent fédéral était dans ces comptes spécifiques. Mon père m'a piégé. Il m'a tendu un piège. C'était une erreur honnête et complète. L'ignorance de l'origine de fonds fédéraux volés n'est absolument pas une défense juridique reconnue pour un vol qualifié massif et prémédité, Victoria, a rugi le juge Pendleton. Claquant agressivement son lourd marteau en bois sur le bloc de résonance avec un craquement violent et explosif qui a fait hurler physiquement Victoria de pure terreur. Le juge a tendu la main et a claqué sa main complètement à plat sur le bouton d'urgence sécurisé situé sous son bureau en acajou surélevé. Garde, a ordonné le juge Pendleton, pointant un seul doigt tremblant directement sur la mondaine terrifiée qui se recroquevillait à la table du demandeur. Sécurisez immédiatement les lourdes portes en chaîne de cette salle d'audience. Ne laissez personne entrer ou sortir de cette galerie. Des coins sombres de l'immense pièce en marbre, 3 adjoints de salle d'audience lourdement armés se sont immédiatement avancés, leurs mains reposant instinctivement sur leurs ceintures utilitaires tactiques noires. Les lourdes portes en chaîne renforcées au fond absolu de la galerie se sont refermées avec un boom fort, retentissant et terriblement final. J'étais assise dans ma chaise en bois nue du côté gauche de l'allée. Le vertige aveuglant de la faim avait complètement disparu. J'ai posé mes mains tranquillement sur mes genoux, ma posture parfaitement droite, observant le moment exact et absolu où ma cruelle sœur aînée a réalisé que sa vie de luxe était entièrement et définitivement terminée. Victoria Sterling, a déclaré le juge Pendleton, portant formellement le coup de grâce absolu à toute son existence. Je vous tiens immédiatement pour outrage criminel direct au tribunal. De plus, sur la base des grands livres financiers médico-légaux irréfutables et de la déposition vidéo sous serment présentée par l'exécuteur indépendant de la fiducie viagère. Les 3 adjoints lourdement armés ont atteint la petite barrière en bois entourant complètement la table du demandeur. Je ordonne officiellement aux gardes de vous placer entièrement en détention fédérale en attendant des accusations formelles de crime massif pour vol qualifié, fraude électronique fédérale. Et le détournement intentionnel et prémédité de subventions du gouvernement des États-Unis et de fonds de pension syndicaux. Les 3 adjoints de salle d'audience lourdement armés n'ont pas marché lentement. Ils ont comblé la distance jusqu'à la table des demandeurs en acajou poli avec une précision tactique synchronisée terrifiante, leurs lourdes bottes noires résonnant violemment contre le sol en marbre froid. Noyant complètement les sanglots pathétiques et aigus venant de la femme qui se croyait une reine d'entreprise intouchable il y a exactement 15 minutes. Victoria Sterling, la femme qui avait agressivement gelé mes comptes bancaires et m'avait mise à la porte de ma propre maison pour littéralement m'affamer jusqu'à la soumission, s'est complètement effondrée. Ses jambes ont entièrement cédé sous son tailleur de créateur bleu marine foncé sur mesure et coûteux. Elle a lourdement heurté le sol, ses genoux claquant contre le marbre dur. Sa coiffure asymétrique parfaite et nette était complètement ruinée, tombant sauvagement sur son visage strié de larmes et taché de mascara. Non, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Je suis Victoria Sterling, a-t-elle hurlé, un cri rauque et guttural qui a déchiré le plafond voûté de la salle d'audience.
Elle a commencé à se débattre sauvagement sur le sol, donnant des coups de pied avec ses escarpins en cuir noir coûteux contre les pieds de la lourde table en bois. Je ne voulais pas voler le gouvernement. Dites-leur, Elias. Dites-leur que mon père m'a tendu un piège. J'ai 80 millions de dollars. Je peux rembourser le syndicat aujourd'hui. Vous ne possédez pas un seul centime, Victoria, a tonné le juge Arthur Pendleton depuis le banc en acajou surélevé, sa voix dégoulinant d'un dégoût judiciaire absolu et sans mélange. Le gouvernement fédéral a déjà placé un gel d'urgence massif et complètement inaliénable sur chaque actif personnel et d'entreprise enregistré à votre nom. Vos comptes bancaires sont entièrement vides. Vos propriétés de luxe sont actuellement saisies par les marshals fédéraux. Vous êtes totalement démunis. L'ironie poétique suprême des paroles du juge pesait lourdement dans l'air glacial de la salle d'audience. Il y a exactement 48 heures, Victoria avait méticuleusement orchestré ma ruine financière absolue. Maintenant, le système de justice fédéral avait reflété sa cruauté exacte, la dépouillant de toute son existence en moins de 3 minutes. L'adjoint principal n'a pas demandé poliment. Il s'est penché, a attrapé Victoria par les épaules de sa veste de créateur incroyablement chère et l'a violemment remise sur pied. Il a agressivement tordu ses bras derrière son dos. Les lourdes menottes en acier froid se sont refermées autour de ses poignets délicats avec une morsure métallique nette, violente et incroyablement finale. Et le son a résonné dans la galerie silencieuse comme la fermeture d'une porte de coffre-fort. Victoria Sterling, vous êtes en état d'arrestation, a aboyé l'adjoint, sa voix complètement dépourvue de toute sympathie humaine. Il l'a fermement saisie par le biceps. Gardez la bouche entièrement fermée et avancez. Ils l'ont fait marcher brutalement dans l'allée centrale de la galerie. Elle ne ressemblait plus à une mondaine de la haute société. Elle avait l'air entièrement brisée, ses vêtements chair froissés, son visage complètement ruiné par des larmes de pure terreur féroce. Alors qu'il passait du côté gauche de l'allée, Victoria a violemment tourné la tête, ses yeux désespérés et paniqués se fixant directement sur les miens. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas souri. Je ne lui ai pas offert une seule goutte de pitié ou un seul mot de victoire jubilatoire. Je suis resté parfaitement immobile dans ma chaise en bois nu, mes mains croisées tranquillement sur mes genoux, projetant le calme absolu et inébranlable d'une femme qui venait de survivre à un siège de famine de 48 heures et avait hérité avec succès d'un empire de 80 millions de dollars. J'ai regardé directement dans ses yeux terrifiés et larmoyants et ne lui ai offert absolument rien d'autre qu'un regard froid, vide et sans compromis. Les adjoints l'ont poussé à travers les lourdes portes en chêne renforcées au fond de la salle d'audience. Les portes se sont refermées avec un boom assourdissant, et ses cris désespérés et résonnants se sont rapidement estompés le long du long couloir de marbre vers les cellules de détention fédérale souterraines. L'immense salle d'audience est soudainement redevenue complètement silencieuse. La tempête juridique radioactive était passée, ne laissant derrière elle que la vérité absolue. Le juge Pendleton a laissé échapper un long et lourd soupir. Il a lentement retiré ses lunettes de lecture, se frottant l'arête du nez avant de reporter son attention sur le comptable judiciaire âgé qui se tenait calmement au centre. Monsieur Thorne, a dit le juge Pendleton, son ton s'adoucissant considérablement, revenant à un registre de profond respect professionnel. Le tribunal fédéral reconnaît officiellement et formellement la fiducie viagère irrévocable établie par feu Marcus Sterling. Le document obsolète et frauduleux de 15 ans soumis par le demandeur et par la présente entièrement rayé du dossier public. Les avoirs de l'entreprise, les divisions de machinerie lourde et les propriétés physiques de Sterling Développement sont officiellement et définitivement libérées sous le contrôle exécutif absolu du fiduciaire désigné. Elias Thorne a souri. C'était un petit sourire, incroyablement fier et profondément chaleureux. Il a légèrement incliné la tête vers le juge. Merci, votre honneur, a doucement roqué Elias. Il s'est retourné, ajustant ses lunettes à monture métallique, et s'est dirigé directement vers ma table en bois nu. Il a plongé une dernière fois dans sa lourde mallette en acier brossé et en a extrait une enveloppe épaisse et hautement sécurisée portant le sceau officiel de l'entreprise Sterling Développement. Il l'a posée doucement sur la table juste devant moi. L'héritage de votre père est officiellement le vôtre, a dit Elias tranquillement, ses yeux brillant d'une émotion sincère, exactement comme il l'a toujours voulu. Êtes-vous prête à retourner au travail? J'ai regardé la lourde enveloppe. J'ai posé ma main à plat sur le papier impeccable. Le vertige aveuglant de ma faim avait entièrement disparu, complètement remplacé par un sentiment massif et puissant de résilience absolue. Oui, Elias, ai-je répondu, ma voix parfaitement stable. Je le suis. 18 mois plus tard,
Le martèlement rythmique assourdissant des marteaux-piqueurs lourds et le rugissement des excavatrices diesel massives remplissaient l'air vif du matin. C'était le plus grand son du monde entier. Je me tenais sur la dalle de béton du 4e étage d'un immense chantier de construction actif au centre de la ville. Portant un casque de chantier blanc très usé, un gilet de sécurité fluo, et des bottes de travail épaisses à embouts d'acier. J'examinais un ensemble de plans d'architecte très détaillés avec le contremaître principal, un homme qui avait travaillé directement aux côtés de mon père pendant 20 ans. Nous étions parfaitement dans les délais pour terminer le projet massif de développement de logements sociaux de 5 millions de dollars subventionnés par le gouvernement des États-Unis. Les ouvriers sidérurgistes syndiqués n'ont pas fait grève. Ils n'ont pas protesté. Lorsqu'ils ont appris que j'avais personnellement mené une bataille judiciaire fédérale pour protéger leurs fonds de pension dédiés contre la liquidation complète par un parasite d'entreprise avide, j'ai gagné leur loyauté absolue et indéfectible pour la vie. Sterling Développement était florissant, plus rentable et plus respecté qu'il ne l'avait jamais été au cours de ses 40 ans d'histoire. Victoria n'est jamais retournée dans son pantouse de luxe. Son procès pénal fédéral a été un désastre spectaculaire et très médiatisé. Face aux grands livres bancaires médico-légaux indéniables, aux journaux de routage numérique lourdement authentifiés et à la déposition vidéo sous serment et horodatée enregistrée par notre propre père, aucun avocat de la défense réputé de l'État n'a voulu prendre son cas. Les procureurs fédéraux lui ont offert un accord de plaidoyer brutal et entièrement sans compromis. Elle a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation de fraude électronique fédérale massive, de vol qualifié contre le gouvernement et de détournement intentionnel de fonds syndicaux. Elle a été condamnée à exactement 15 ans dans un établissement correctionnel fédéral de haute sécurité, sans aucune possibilité de libération conditionnelle anticipée. Elle a été entièrement ruinée par la restitution financière massive ordonnée par le juge fédéral. Ses amis de la haute société l'ont abandonnée instantanément, traitant son nom comme une maladie toxique et très contagieuse. Victoria, la femme qui avait autrefois arrogamment moqué mes vêtements froissés tout en tentant activement de me faire mourir de faim sur les marches d'un palais de justice, passait maintenant ses journées à porter un uniforme kaki rêche fourni par l'État. Elle frottait des plateaux de cafétéria en acier inoxydable et passait la serpillière sur d'interminables couloirs en béton pour exactement 22 centimes de l'heure. Elle avait essayé d'utiliser une simple feuille de papier pour m'exclure de ma propre vie et me laisser avec absolument rien. Au lieu de cela, elle avait aveuglément activé un piège fédéral méticuleusement conçu qui l'a définitivement retiré de mon monde, me laissant diriger un empire de 80 millions de dollars dans une paix absolue et triomphante. Si votre sœur a vite gelé vos comptes bancaires pour vous priver de votre héritage, l'auriez-vous prévenu au sujet des fonds fédéraux, ou auriez-vous laissé le juge l'enfermer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.